Bonjour à tous, merci de nous suivre et aujourd'hui nous allons donc parler écologie. Comme vous le savez, nous sommes en train de saccager l'environnement. Nous épuisons les ressources à la vitesse grand V, nous polluons l'air, les nappes phréatiques, les océans. Nous multiplions les déchets, les gaz à effet de serre et nous provoquons la sixième extinction de masse. C'est donc un phénomène assez récent qui a lieu tous les 50 à 100 millions d'années dans lesquels disparaissent 75 à 95% des espèces. Et malgré cela, nous continuons à appuyer sur l'accélérateur. Nous sommes envahis de publicités, 1200 à 2200 pubs par jour et par personne, selon Arnaud Petre, chercheur en neuromarketing. On nous parle encore de PIB, de pouvoir d'achat. Et vous avez été très nombreux à avoir été choqués par le fait que nous parlions beaucoup plus de la claque de Will Smith sur la figure de Chris Rock plutôt que le dernier rapport du GIEC qui est passé sous le silence. Alors, pour les retardataires, le rapport du GIEC nous explique que nous sommes à plus 1,1 degré de réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle, que les conséquences sur la population et les écosystèmes sont plus graves, plus nombreux et beaucoup plus rapides que ce qui était attendu, que d'ici 2050, 50% de la population mondiale vivant sur les côtes sont menacées par la montée des eaux et qu'en ce moment même, près de la moitié de la population mondiale connaît des pénuries d'eau à un moment de l'année. Et surtout, le plus important à retenir, c'est que nous disposons à peu près de 3 ans pour conserver un monde viable. Alors, nous allons voir aujourd'hui, essayer d'analyser, de décortiquer pourquoi ce silence et pourquoi nous continuons à appuyer sur l'accélérateur tout de suite après la rubrique Toujours plus taré de Marc Chinal. Dans cette rubrique revue de presse, un seul article, mais il est de taille et à peine croyable. On apprend que les HCL, Hospices Civils de Lyon, autrement dit les hôpitaux de Lyon, avaient un malade victime d'une infection dont on connaît le moyen pour soigner cette infection et guérir le malade. Hélas, ce médicament n'était plus produit parce que ce n'était plus rentable monétairement. Vous ne rêvez pas. Un exemple bien concret, comme quoi la monnaie est un ennemi pour la science, pour la santé, pour notre humanité. Heureusement, un groupe du personnel des HCL a, par-delà l'intérêt monétaire, produit l'équivalent de la fumogiline, le médicament en question, en trouvant une souche du produit en Hongrie et en a extrait ce qu'il faut pour soigner leurs patients, qui a guéri en 15 jours, alors que sans, il était condamné. Maintenant, ils sont obligés, faute de crédit, de faire un appel aux dons pour sauver plein de vies sur la planète, des vies qui sont victimes de la même maladie. Donc je résume, on a les connaissances, on sait comment soigner, mais une fois de plus, l'usage de la monnaie fait barrière et détruit. Je vous laisse donc méditer sur la question, où passe notre survie? Par un système monétaire ou par une civilisation de l'accès? Reste la motivation à chercher, à travailler. Mais ces soignants-là, est-ce qu'ils ont agi pour l'argent? Non. Parce qu'ils ont une passion, parce qu'ils sont intelligents, parce que plein de choses autres que la motivation, de l'argent et de la monnaie. Voilà, c'était la rubrique Toujours plus taré grâce à un monde de monnaie. Merci Marco. Et donc, je vais vous poser cette première question. Jean-François, à ton avis, pourquoi ce silence médiatique et gouvernemental concernant tous ces problèmes écologiques? Si le gouvernement appliquait ce que préconise le GIEC, ça serait effectivement se tirer une balle dans le pied. Voilà. Alors, pour essayer de comprendre ça, j'essaie de faire la généalogie un petit peu du GIEC. Parce que le GIEC a 34 ans, hein, il est né en 1988. Voilà. Et curieusement, j'ai découvert que ses pères et mères fondateurs, c'était Reagan et Thatcher. Ça paraît bizarre, hein? Donc on se demande un petit peu pourquoi ces deux personnages ont poussé à la roue pour la création du GIEC. Voilà. Et pourquoi surtout ils ont insisté pour que le GIEC soit porté sur les fonds baptismaux de la Sainte Église onuvienne. Voilà. Alors, il y avait des intérêts tout à fait particuliers. Thatcher, elle voulait casser le mouvement des mineurs du charbon anglais. Reagan, il voulait privatiser tout ce qui est resté encore du service public américain. Voilà. Mais ce qui paraît évident, c'est qu'ils ont poussé à la roue pour que le GIEC soit cantonné au niveau international
dans des considérations purement scientifiques et qui ne soient pas entendues. Hein, voilà. Et effectivement, je pense qu'ils ont réussi. C'est une vieille tactique dont parle déjà Machiavel dans son Art de la guerre. Pour impuissanter un ennemi, on lui donne un pseudo-pouvoir. Voilà. Donc le GIEC fait des rapports formidables tous les ans, plusieurs par an même. Et depuis, donc je disais 34 ans, depuis 34 ans, il fait ça très régulièrement, très sérieusement, avec des chercheurs de 180 et quelques pays. Voilà. Et ça n'a pas d'effet. En tous les cas, pas d'effet concret. Quoi, hein. Mais est-ce que tu peux développer pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore ce silence? Pourquoi on maintient ce silence? C'est le silence, parce qu'on n'a pas de solution. On n'a pas de récit qui permette de remplacer le récit technocratique de la société extractiviste, productiviste, hyperconsommatrice, etc. Si on suit les recommandations des scientifiques du GIEC, ça veut dire qu'il faut changer de système, il faut revoir sa copie. Hein. Jean-François, ça me fait penser à une citation du rapport du GIEC, pas le dernier, mais celui de novembre 2018, qui disait « Pour limiter le réchauffement planétaire, il faudrait modifier rapidement, radicalement et de manière inédite tous les aspects de la société ». Et ça fait totalement écho avec ce que tu viens de dire. Il faut vraiment changer, pas changer le système actuel, mais rechanger de système. Fanny, est-ce que tu as des idées pourquoi il y a ce silence médiatique? Pourquoi là, en ce moment, en France, par exemple, nous avons les élections présidentielles et puis on va parler plutôt du pouvoir d'achat, d'essayer d'augmenter, au contraire, la capacité à consommer encore plus et toujours pas notre résilience face aux enjeux climatiques. Effectivement, comme tu viens de le dire, le but, c'est de consommer toujours plus pour toujours gagner en croissance. Et ça passe par une consommation en constante augmentation, et on le dira jamais assez, mais c'est de la surconsommation à ce niveau-là. Donc, effectivement, il faut que la consommation continue, quitte à ce qu'elle soit trop élevée. Et ensuite, je pense qu'il y a un deuxième élément, c'est qu'on nous vend depuis le début une société futuriste avec énormément de high-tech, des voitures volantes, voilà. En fait, on a cette croyance-là que c'est la technologie qui va nous sauver. Mais aujourd'hui, le GIEC nous a dit qu'on n'avait pas les solutions technologiques pour, par exemple, capter le CO2 dans l'air et l'utiliser pour autre chose ou pour endiguer, en tout cas, le réchauffement climatique. Ce qu'il faut, c'est baisser notre consommation énergétique, arrêter la surexploitation des ressources. Et en fait, ça colle pas avec cette image justement de progrès technique, d'innovation, de nouveaux investissements dans toutes ces choses innovantes. C'est pas la réponse actuellement, et c'est pourtant dans cette croyance qu'on est encore, et c'est là que nos dirigeants veulent nous mener. Mais c'est pas une réponse. Merci Fanny. Marc, je te pose la question à toi maintenant. Pourquoi il y a ce silence gouvernemental, ce silence médiatique? Enfin, on ne va pas dire que c'est totalement occulté, mais c'est vraiment mis à un second, troisième, quatrième rang, alors que ça devrait être la priorité des priorités. Comme l'ont dit Fanny et Jean-François, la clé, c'est la croissance, c'est la vitesse de rotation de la monnaie. Or, on sait très bien, je vais prendre l'exemple que je cite souvent sur l'isolation des bâtiments. Si on était aux normes passives, qui ne sont pas des normes reconnues par le bâtiment, évidemment, mais qui sont quand même des normes qui existent, il n'y aurait plus besoin de consommer une goutte de fioul pour chauffer. Plus besoin d'une seule goutte. Donc, que font ceux qui vendent du fioul? Ils ne sont pas contents. Que font ceux qui vendent du pétrole et tout ça? Forcément, toute la chaîne ne veut pas se faire déstabiliser. Ils seraient au chômage. Et chômage égale mort pour eux. C'est logique. Avec sans monnaie, il n'y a plus rien. Donc, la sobriété et la décroissance, la sobriété heureuse, comme dit le monde des objecteurs de croissance, c'est la solution,
mais c'est radicalement incompatible avec l'utilisation de monnaie. Donc, comme tous les médias appartiennent soit à des milliardaires, soit à on va dire des plus petits groupes comme Mediapart ou autres, qui restent dans ces dogmes de la croissance, eh ben, le silence est total. Total, mais pas Total Énergie. Hein. Merci Marc. Tu as parlé de la vitesse de la rotation monétaire. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, quand vous avez 1 euro dans la poche, que vous le dépensez, que celui qui le reçoit, parce que vous avez dépensé, le redépense tout de suite, que celui qui le reçoit encore le redépense tout de suite, ça amène une certaine vitesse rapide. Si au contraire, votre euro, vous le laissez dans votre poche, vous le thésaurisez ou même simplement le laissez dans votre poche, vous ne consommez pas, eh bien, tous ceux qui sont derrière, qui attendent cette dépense monétaire, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font rien. Ils sont bloqués. D'où l'importance de comprendre que on peut parler de milliards, etc., mais si un billet de 100 euros circule extrêmement rapidement, il sera plus utile qu'un milliard qui reste stocké dans une poche. Et je ne parle même pas d'investissement, hein, je parle juste stocké dans la poche. Ce qui fait que ben, voilà, tout ce genre de paramètres, on ne l'étudie pas à l'école parce que c'est un petit peu compliqué. Rien que l'explication que je donne, je ne suis pas sûr qu'elle soit bien comprise. Mais en tout cas, cette rotation monétaire est obligatoire. Et plus elle va vite, plus elle permet le dynamisme de l'économie monétaire. Elle permet d'avoir des taxes chaque fois, parce que chaque fois que vous consommez, vous dépensez votre euro, ben, il y a une taxe sur la TVA. Alors, il y a une partie qui se déduit mais, par celui qui vend, mais voilà, il y a une taxe. Et si donc, vous freinez cette rotation monétaire, vous freinez cette taxation. Et qu'est-ce qui se passe pour financer les services publics s'il n'y a plus cette taxation à chaque fois qu'il y a une dépense d'argent? Mais il n'y a plus de services publics du tout, quoi. On ne peut pas les financer. Sinon, en faisant croire qu'on peut les financer avec la planche à billets, mais ça, c'est encore un autre débat sur la rareté relative de la monnaie. Donc voilà, la vitesse de rotation monétaire, c'est quelque chose de très important, mais il n'y a que les hautes écoles qui l'apprennent, ça. Parce que le citoyen lambda est pris pour un neuneu, et donc on ne lui explique pas. D'accord. Donc, si je résume bien, donc, dans un système marchand, donc, bah, tout est payant, donc on se porte bien si on a beaucoup d'argent, on est pauvre si on n'en a pas. Et pour avoir beaucoup d'argent, tout le monde doit consommer en permanence. C'est-à-dire que si tout le monde gardait son argent sur place, il n'y a pas consommation. Et donc, du coup, de fil en aiguille, ce que tu veux dire, c'est que, étant donné qu'un système marchand se porte bien en consommant, bah, du coup, on prend des ressources, on doit les épuiser, émettre des gaz à effet de serre, créer des déchets, et ainsi de suite. C'est la thèse de rotation-là qui est au cœur des dégâts écologiques. J'ai bien résumé? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même quand il y en a qui parlent de croissance verte, ils oublient de dire que l'informatique consomme énormément d'énergie, qui va faire appel à des ressources, forcément, des ressources minières, d'autres ressources. Et donc, c'est pareil, avec toute cette approche, il faudrait apprendre la thermodynamie, c'est-à-dire que la dépense énergétique. Or, ça, c'est très peu appris dans les écoles, c'est-à-dire que notre agriculture, et on le sait, pour produire 3 calories de viande ou de choses qui nous revient à nous, humains qui consommons, eh bien, il faut consommer bien plus de calories, mais c'est du pétrole. Donc, on a l'impression que ce n'est pas des calories, mais ce sont des calories. Et tout ça participe au délire de produire plus, de gaspiller, ce que ne fait jamais la nature, parce qu'un végétal qui gaspille son énergie, il crève rapidement. Bon, c'est un parallèle, nous, avec notre humanité, c'est qu'on dépense beaucoup d'énergie et on va crever rapidement à cause de ça.
C'est d'ailleurs une réflexion que je m'étais faite je crois, la semaine dernière en me disant, en fait, c'est vrai que le mot croissance, il est très joli comme ça parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'évolution, mais je me dis que c'est provoquer un processus de vieillissement finalement. La croissance, c'est vraiment on épuise, on épuise, on épuise, comme si un enfant il voulait vieillir, être à 60, 70 ans très très rapidement. Alors que c'est vrai que le vivant, c'est exactement ce que tu viens de dire, Marc, qui nécessite, voilà, au contraire, de ralentir, de prendre son temps, d'être dans le présent, de ne pas consommer toutes ses calories, toute son énergie en permanence. Et c'est vrai que c'est totalement logique de voir comment dire, on est en train de grignoter la planète, là, toutes les ressources, comme si on mangeait une pomme jusqu'à son trognon, parce que voilà, on est en lien avec cette croissance qu'on recherche en permanence. Ouais, mais avec la métaphore que tu utilises, c'est très bien, mais sauf qu'on ne se contente pas de bouffer le trognon, on attaque la branche qui a créé la pomme et on est en train de manger l'arbre. C'est ça le problème. Oui. Et c'est vrai que oui, on y va de toute façon jusqu'au bout. Hein, tant que, on a l'impression qu'on n'a pas encore assez grappillé, qu'on pourrait encore aller toujours plus loin. Et c'est vrai que moi, je sais que dans la maladie, on arrive à diagnostiquer en partant souvent des symptômes, quoi. Et pour moi, il y a un symptôme qui est extrêmement parlant parce qu'on a l'impression qu'il y a tout un discours de plein de mesures écologiques qui sont en route. Mais c'est ce que je disais un peu en préambule, c'est que nous sommes envahis de publicité. Je veux dire, c'est comme si on parlait des petites choses annexes, mais que l'essentiel, on ne le traite pas. J'ai jamais vu dans un magasin, même un magasin qui se dit pour être la transition ou écologique, marqué sur la caisse, pensez à la planète, réduisez vos achats. On n'aura jamais une allocution d'un président qui va dire, écoutez, chers citoyens, c'est quand même grave ce qui se passe aujourd'hui, réduisez les achats au maximum, parce qu'on sait que ça va nuire à l'économie et au système marchand. Et est-ce que sur cette première partie, vous voulez rajouter encore des petites choses sur ce silence médiatique? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Ouais, et du coup, Marc, ça me fait penser à quand on est allé dans des manifestations justement pour promouvoir les idées post-monétaires avec des pancartes où on écrivait non au pouvoir d'achat, aussi pour aller titiller un petit peu la curiosité des gens. C'est vrai que ça titillait bien les gens dans le sens où ils ne comprenaient pas, ils pensaient qu'on était contre le fait qu'ils puissent avoir accès à plus de biens. Et en fait, on n'est pas du tout contre ça. Nous, on est juste contre le fait d'utiliser de la monnaie. En soi, on veut donner accès à tous les biens inconditionnellement à tous. Mais l'accès est super important et c'est vrai que pour eux, avoir plus de pouvoir d'achat, ça équivaut à avoir de l'accès à ce dont ils ont besoin. Et ça, personne n'est contre. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'en restant dans le système du pouvoir d'achat, on reste dans le système de la croissance à tout prix et des rapports monétaires de force, etc. etc. Donc, c'est vrai que ça les titillait, mais il faut du temps pour expliquer que non au pouvoir d'achat, oui au pouvoir de l'accès. Ce n'est pas évident. Non, c'est des habitudes assez anciennes. Donc, petite question, est-ce que la décroissance est possible dans un monde monétaire, dans un monde marchand?